Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire avec nos partenaires coproducteurs habituels Ouest France. Vous pouvez regarder cette émission d'ailleurs sur ouestfrance.fr en direct, sur nicematin.com et sur franceantilles.fr en léger décalage horaire dû bien sûr au fuseau aux Antilles. Mon invité ce matin, on est ravi de l'accueillir, c'est le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, c'est Tony Estanguet. Bonjour Tony Estanguet. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai regardé dans votre biographie, vous avez été porte-drapeau à Pékin en 2008. Il n'y a pas si longtemps, vous connaissez bien les Chinois, bien sûr. Ces Jeux de Pékin vont être boycottés diplomatiquement par les pays anglo-saxons, en tout cas l'Angleterre, les États-Unis et l'Australie. La Chine a répondu ce matin que ces pays en paieront le prix. Qu'est-ce que vous pensez de cette tension à quelques jours maintenant de ces JO de Pékin, vous qui connaissez bien Oui, alors c'est vrai que le sujet il existait déjà en 2008. Moi, quand j'étais porte-drapeau, effectivement, je me souviens qu'il y avait déjà ces appels au boycott. La France n'avait pas boycotté. D'ailleurs, elle n'a jamais boycotté les Jeux depuis que Pierre de Coubertin les a rénovés. Et voilà, moi je pense qu'il faut laisser l'enjeu diplomatique se dérouler et il faut aussi préserver le monde du sport. Il y a des discussions. Vous êtes au milieu de discussions. Non, moi je suis pas impliqué dans je suis pas impliqué dans ces discussions. C'est vraiment. Vous pourriez, parce que vous avez la France parfois une meilleure qui doit connaissance se positionner. Elle a décidé d'ailleurs de se positionner avec l'Union européenne, que je trouve sage. C'est bien d'avoir une position collective sur ce sujet. Voilà, moi personnellement, vous connaissez ma position, je suis plutôt contre le boycott sportif. Je pense qu'on a besoin du sport, on a besoin des valeurs du sport, on a besoin que cette jeunesse dans le monde entier, elle soit inspirée par ces athlètes. Et il ne faut pas mélanger les enjeux politiques et les enjeux sportifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres moyens de mettre la pression sur, encore une fois, sur la diplomatie. Mais n'utilisons pas les sportifs pour régler des enjeux diplomatiques. Qu'est-ce que pensent vos pairs chinois vous parlez avec les sportifs chinois de cette crise quand même politique, certes, sur les JO? Oui, souvent entre sportifs, nous, on n'a pas envie de se retrouver mêlés dans, encore une fois, des enjeux politiques qui dépassent le monde du sport. Et on demande souvent au monde du sport de régler ces enjeux-là et finalement d'être les victimes un peu collatérales d'enjeux qui dépassent bien évidemment le monde du sport. Donc c'est pour ça, moi, je prône le fait que les Jeux Olympiques restent préservés de ces enjeux-là. Je suis pas dupe, je suis pas naïf. Je sais qu'il y a des enjeux politiques autour de ça, mais n'allons pas trop loin. Et personnellement, je suis contre le boycott. Voilà, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, est notre invité pendant 40 minutes en direct sur TV5 Monde, donc dans 200 pays et en 14 langues. Dans un instant, François-Xavier Lefranc de Ouest France nous rejoint sur ce plateau. Bonjour François-Xavier Lefranc. Bonjour, vous êtes bonjour, le rédacteur en chef de Ouest France, on le rappelle, premier quotidien francophone du monde. Et nous allons interviewer Tony Estanguet sur les territoires, parce que oui, capitale. C'est le thème de cette émission. Alors Tony Estanguet, bonjour. Vous êtes à la tête d'un événement qui va avoir évidemment un rayonnement mondial. Et vous êtes, on le dit, l'homme d'un territoire auquel vous êtes fidèle, le Béarn, votre Béarn. Vous avez toujours dit que ces Jeux devaient être aussi les Jeux des territoires. Et quand vous le dites, on vous croit, parce que vous êtes sincère sur ce sujet-là, c'est pas une posture. Alors concrètement, comment faire pour que ce grand rendez-vous rayonne sur tous les territoires français? Il y en a beaucoup. L'Hexagone, l'Outre-mer. Jusque dans chaque village, vous avez dit même. Exactement, c'est vrai que le défi pour nous, c'est de réussir à ce que ce rendez-vous avec le monde, il y a 4 milliards de personnes qui vont regarder la France en 2024. On va accueillir 206 pays avec 15 000 athlètes qui vont représenter le monde du sport. C'était important pour nous d'associer, de valoriser l'ensemble des territoires français à la réussite de cet événement. Pourquoi ? Parce que nous, sportifs de haut niveau, nous venons des 4 coins de la France. Nous avons commencé le sport dans des petits clubs, dans des petites villes ou des grandes villes d'ailleurs. Mais voilà, on a envie de valoriser ce que la France du sport, le mouvement sportif français, fort de ses 180 000 clubs de sport, apporte à notre société. Moi, je suis convaincu qu'on doit renforcer la place du sport dans notre pays. Et la seule manière de le faire, c'est de réussir à embarquer
tout ce mouvement sportif dans tous les territoires. Concrètement, comment ça va se passer ? Il y aura évidemment des délégations qui vont être réparties sur les territoires. Il y aura aussi des événements, enfin des compétitions, des sites qui vont être également répartis sur les territoires. Comment vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors voilà, en fait, l'idée c'est à 360 degrés de réussir justement à avoir cette ouverture des Jeux de Paris 2024 à l'ensemble de la France. Ce sera le cas pour les compétitions, puisqu'on aura des compétitions qui vont organiser un peu partout en France et d'ailleurs en Outre-mer, plus notamment sur les épreuves de surf qui seront organisées sur la vague mythique de Tahiti à Tiopo. Mais on aura des villes de Nantes, de Bordeaux, de Nice, de Marseille, de Saint-Étienne, de Lyon, de Lille qui vont accueillir des compétitions pendant les Jeux. On voit certaines installations derrière vous. D'ailleurs, ça va nécessiter d'énormes travaux, bien sûr. Alors, pas forcément. Il y a des aménagements, mais on a plutôt un concept qui s'appuie sur 95% d'infrastructures qui sont déjà existantes. On est allé à des endroits où les infrastructures sont déjà existantes parce que la France, elle est forte aussi de sa richesse d'équipements sportifs partout en région. On imagine que beaucoup de maires, beaucoup de collectivités locales, territoriales sont attentives au sujet et ont envie de Exactement. En fait, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Cette dimension des compétitions ne suffisait pas. Et donc, on a créé pour la première fois dans l'histoire des Jeux ce programme Terre de Jeux 2024 pour permettre à l'ensemble des communes et l'ensemble des clubs de sport partout dans le territoire d'être associés aux Jeux. Pour la première fois, le CIO a accepté que ce label Terre de Jeux 2024 existe pour venir valoriser toutes les villes, villages, villes, métropoles, départements, régions et tous les clubs de sport qui veulent participer à faire plus de sport aux Français. Parce que l'héritage de Paris 2024, il doit permettre que les Français fassent plus de sport. Aujourd'hui, on a une statistique avec laquelle on n'est pas à l'aise. Il y a un Français sur deux qui ne fait pas de sport. Comment est-ce qu'on arrive à aller gratter, progresser. C'est ça le défi des Jeux de Paris. Et de trouver dans les 3 prochaines années des solutions pour que partout en France, on puisse faire du sport aux Français, aux jeunes, aux moins jeunes, et valoriser ceux qui jouent le jeu avec ce label Terre de Jeux 2024. On a déjà plus de 2000 communes dans 91 départements, 13 régions, qui sont labellisées Terre de Jeux et qui permettent aux Français, chaque année, de faire des événements, de rencontrer les athlètes et quelque part de donner envie aux gens de faire du sport. Avec tous les Français impliqués, on va parler des Jeux paralympiques également. Tony Estanguet, vous êtes le président du comité des Jeux olympiques et paralympiques. Et la semaine dernière, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, était présente sur notre plateau la veille du Téléthon et la journée mondiale des personnes handicapées, c'était le lendemain également. Et elle a une question à vous poser. Elle nous parlait d'ailleurs de ce auquel elle croit pour ces JO de Paris. On l'écoute. Comment on fait que l'accessibilité universelle est pensée partout ? Je crois beaucoup aux Jeux Olympiques et Paralympiques pour améliorer l'accessibilité. Nous recevons Tony Estanguet à votre place jeudi prochain. Très bien, je le salue d'avance. C'est un combat de tout le temps. Penser accessibilité universelle, vous avez tout à fait raison. Alors, comment faire pour que ces Jeux, donc les Jeux paralympiques, c'est évidemment beaucoup d'épreuves, c'est très organisé, ce sera dans la foulée de la première partie. Comment faire pour qu'au quotidien, dans le monde du sport en France, au quotidien, l'accès des handicapés soit facilité, soit amélioré, soit naturel, qu'il n'y ait pas toujours ces difficultés. C'est une question très importante pour nous et c'est un défi. D'abord, 2 mots sur les Jeux paralympiques. C'est un événement qui est méconnu, qui est absolument incroyable. D'un point de vue sportif, aujourd'hui, le niveau sportif des Jeux paralympiques, il est extraordinaire. Et il faut vraiment s'intéresser, valoriser ces athlètes paralympiques qui ont des histoires de vie incroyables, qui s'entraînent tous les jours dans des situations des fois un peu compliquées et qui arrivent à faire des choses vraiment d'un point de vue sportif qui sont magiques. Et c'est pour ça que le comité d'organisation que je préside a décidé vraiment de mettre le niveau d'ambition très haut sur ces Jeux paralympiques. Avec une grosse attente des pouvoirs publics, vous avez entendu la secrétaire d'État. Bien évidemment, et elle a raison, cette notion d'accessibilité universelle, elle est clé. Notre comité d'organisation va créer une norme ISO pour faire en sorte que le milieu de l'événementiel prenne en compte à toutes les dimensions cette logique d'accessibilité. Ça veut dire accéder à l'information quel que soit son type de handicap, accéder aux sites. Et tous les sites de compétition, à la fois olympiques et paralympiques, seront accessibles par des transports justement publics qui seront accessibles. Et on va multiplier comme cela les engagements pour proposer un événement beaucoup plus accessible, beaucoup plus inclusif en matière de marché, en matière d'emploi. Mais au-delà de ça, en matière d'héritage, aujourd'hui, le défi, c'est de multiplier les structures qui peuvent accueillir ces personnes en situation de handicap. Donc on a mis en place des formations, notamment à Paris, avec Anne Hidalgo, la maire de Paris. On a fait en sorte que des clubs qui aujourd'hui n'ont pas de section parasport pour accueillir ces personnes en situation de handicap
puisse voir le jour. Et on est en train d'étendre ce dispositif en Seine-Saint-Denis et on l'espère partout en France. Donc avec les territoires, c'est l'autre grand défi des Jeux de Paris. Exactement, les territoires doivent s'approprier cette question de l'inclusion, du paralympisme. Terre de Jeux 2024 a cette dimension. On organise chaque année la semaine olympique et paralympique dans les écoles avec 2/3 des projets qui sont sur cette logique du handisport, du parasport, c'est-à-dire avoir ce regard qui évolue sur le handicap. Bien souvent, les personnes en situation de handicap pensent qu'elles n'ont pas accès aux pratiques du sport parce qu'il n'y a pas de pratiques sportives qui sont accessibles et ce n'est pas le cas. Et au passage, il faut aussi que les médias dans le monde entier s'intéressent autant au sport, au handisport qu'au sport Merci. général. Merci de le dire pour ce aussi. point. On a besoin de vous. On a besoin que le monde des médias s'approprie davantage les Jeux paralympiques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a trop de différences entre le traitement médiatique des Jeux olympiques et le traitement médiatique des Jeux paralympiques. Il faut vraiment qu'on arrive à mieux faire connaître les athlètes et les parasports. Eh bien justement, Tony Estanguet, qui est notre invité aujourd'hui, Morgane Legrand, qui est une malvoyante, qui est animatrice d'une émission qui s'appelle Dans les yeux de Morgane sur TV78, une chaîne des Yvelines, partenaire de notre émission. Thierry Barbedette, son directeur général, est d'ailleurs présent sur ce plateau. Elle a une question à vous poser sur un autre type d'accessibilité. On l'écoute. J'ai une question pour vous. Dans ce contexte de préparation des Jeux olympiques et paralympiques, comment pourrait-on, selon vous, démocratiser l'accès au sport pour des personnes en situation de handicap qui ont précisément des problématiques de santé ou de rééducation que l'on connaît? C'est vraiment la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre sportive, elle doit être pensée pour tous. Et c'est ça le vrai défi, c'est qu'il faut casser cette barrière. Souvent, les personnes en situation de handicap se disent « je ne peux pas, je n'ai pas accès, je n'ai pas les moyens de pouvoir aller trouver un club dans lequel je serais bien intégré ». Donc nous, on a mis en place ces formations, encore une fois, pour que les dirigeants des clubs se sentent aussi plus près. Ça ne s'adresse pas simplement, même aux sportifs handicapés, déjà très forts. Non. C'est pour tout le monde. Il s'agit de le faire pour tout le monde, y compris ceux qui en ont envie et qui ne l'ont jamais fait. Et ça doit commencer dès le plus jeune âge. Voilà. C'est important, c'est qu'à l'école, déjà, on arrive à ce que cette notion du handicap, qui est quand même un peu tabou encore dans notre pays, elle soit posée. Et c'est vrai que la pratique d'un sport, elle permet tout de suite de mettre les gens à l'aise et de partager une activité. On l'a dit il y a une semaine, le handicap chez des jeunes, et notamment chez des jeunes adultes, c'est parfois des situations de solitude très douloureuses. Et le sport permet l'inclusion. Elle permet de rencontrer, elle permet de prendre du plaisir, elle permet finalement de rendre les choses possibles. Quand on fait du sport, même quand on est en situation de handicap, on découvre de nouveaux horizons et on prend confiance en soi. Donc c'est vraiment important qu'on arrive collectivement à trouver des solutions et c'est pour ça que Terre de Jeux 2024 aussi est très important pour nous, pour que l'ensemble des territoires développe l'offre sportive pour les personnes en situation de handicap. Tony Estanguet, vous avez été entendu. On vient d'apprendre à l'instant que la France ne participera pas au boycott. C'était votre souhait. Eh bien, le gouvernement vient de confirmer ça, me dit-on à l'instant. François-Xavier Lefranc, il s'agit aussi de parler un peu de la place du sport amateur, capitale dans ce pays. Oui, le sport amateur, il s'est un peu réveillé groggy après la pandémie. Il y a des clubs qui ont souffert financièrement, qui n'ont pas pu organiser les événements qui permettaient d'avoir un petit peu de moyens. Alors, ces clubs, ils ont besoin évidemment de se relancer. Les Jeux Olympiques, c'est un formidable moment. Alors, certains vous diront, on va à nouveau dépenser beaucoup d'argent pour des grandes compétitions. Comment associer pleinement, vous l'avez dit tout à l'heure, chaque club amateur, avec tous ces bénévoles qui font un boulot formidable, comment faire en sorte que ce grand événement mondial, auprès de chacun des clubs amateurs, et notamment de ceux qui aujourd'hui ont du mal sur les territoires à associer des jeunes, parce qu'il y a parfois la désertification qui fait que les clubs ont du mal à vivre, comment insuffler un véritable esprit JO 2024 dans tous ces clubs? Nous, en fait, depuis le début, quand même, normalement, le rôle d'un comité d'organisation, c'est d'organiser des compétitions en 2024. Oui. Depuis le début, on s'est dit, le défi de Paris 2024, c'est d'avoir effectivement la réussite de l'événement, mais c'est aussi l'héritage. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Et notre héritage principal, c'est un héritage immatériel. C'est pas le nombre de stades qu'on va construire, mais c'est comment est-ce qu'il y a plus de Français qui font du sport et comment, le troisième défi, c'est comment on engage le plus grand nombre. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les clubs qui, effectivement, jouent ce rôle
prépondérants quelque part de la réussite du mouvement sportif en France en les valorisant. Moi, j'ai besoin aujourd'hui qu'on valorise davantage ce qu'un club de sport apporte sur un territoire. C'est de l'éducation, c'est de la santé. Aujourd'hui, avec cette pandémie, on voit bien que le meilleur moyen, et ça, toutes les études scientifiques le démontrent, le meilleur moyen de vivre en bonne santé et longtemps, c'est de pratiquer régulièrement une activité sportive. Et le meilleur espace pour pratiquer une activité sportive en sécurité, c'est le club. Donc, si vous voulez faire du sport, allez dans un club. Et c'est là que vous trouverez les meilleurs conseils et la meilleure manière de faire du sport. Justement, Armelle Le Goff, qui est directrice de la rédaction de 20 minutes, a une question à vous poser à ce sujet sur la transmission de valeurs citoyennes dans le sport. Bonjour Tony Estanguet. Le sport est un vecteur des valeurs citoyennes. Pourtant, on voit beaucoup de violence aujourd'hui dans le monde du sport, beaucoup de violence dans les stades. Alors on s'interroge, n'y a-t-il pas un problème de transmission des valeurs sportives actuellement? Ne faudrait-il pas mettre un terme à cette violence avant Paris 2024? Il faut mettre un terme à cette violence. Après, c'est sûr que la violence n'a pas sa place. Il faut être beaucoup plus ferme sur les sanctions dans des cas de violence parce que c'est intolérable et ça vient effectivement polluer toutes les valeurs de respect autour du sport. Et le meilleur remède face à ça, c'est aussi la formation. Il faut qu'on arrive à former les structures associatives, les dirigeants, les volontaires qui accueillent aussi et les supporters. On a un travail, on espère qu'il y aura des milliers, des millions de supporters derrière les équipes de France en 2024. Il faut qu'on crée une image très festive. On va accueillir le monde et on espère vraiment effectivement qu'il n'y ait pas de violence qui ne doit pas avoir sa place dans le monde du sport. François-Xavier Lefranc-Chonu, qui est un collaborateur et dessinateur de Ouest France, a une question à poser à Tony Estanguet sous forme de dessin. C'est une tradition Ouest France dans cette émission. La géopolitique s'invite toujours dans les Jeux Olympiques. On le voit avec le possible boycott des Jeux d'hiver en Chine. Tony Estanguet, vous avez pris en main l'organisation des Jeux de Paris en 2024. Vous êtes né à Pau, patrie d'Henri IV, et pour paraphraser le roi le plus populaire de l'histoire de France, Paris vaut bien des Jeux réussis. Bien, justement, j'en viens à ma question. Comment faire pour que les travaux d'aménagement ne fassent pas vivre aux franciliennes et aux franciliens un calvaire supplémentaire, eux qui tous les jours subissent l'enfer des embouteillages? Alors quelque chose me dit que vous avez des idées en matière de fluidification du trafic. Voilà. Si vous n'en avez pas, alors qui en aurait Non, c'est d'avoir un mot sur les travaux, parce que c'est vrai que, encore une fois, le concept de Paris 2024, c'est de ne pas construire de stades qui ne vont pas laisser un héritage long terme. Donc 95% des équipements sont déjà construits et la Solideo, qui est la société de livraison des ouvrages olympiques, elle met en place vraiment des mesures très fortes pour réduire les nuisances sur le bruit. On va utiliser la Seine. Alors, aussi dire, oui, la Seine, à chaque fois qu'on utilise une barge pour les travaux, c'est 220 camions de moins qui transitent sur les routes parisiennes. Donc voilà, tout est mis en place aujourd'hui pour réduire les nuisances. La une de Ouest France, François-Xavier Lefranc. Eh bien, c'est un projet mondial dans lequel vont travailler ensemble les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Union européenne, la Corée du Sud et le Japon. Ça fait rêver Tony Estanguet. C'est les Jeux Olympiques de l'énergie de demain. C'est le projet ITER en Provence et on est allé en reportage là-bas. Un projet exceptionnel avec un aimant qui sera le plus gros du monde et qui, paraît-il, pourrait soulever un sous-marin. C'est aussi un exploit. Merci François-Xavier Lefranc. Ouest France, vous êtes le rédacteur en chef du plus grand quotidien français, le plus grand quotidien de langue francophone au monde. Merci. Dans un instant, Denis Caro de Nice Matin sur ce plateau. Bonjour Denis Caro. Dans un instant, je vous laisserai Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Pour l'instant, on va se rendre du côté des Antilles, à Fort-de-France, en duplex avec Cyril Boutier, le directeur éditorial de France Antilles, qui a une question à vous poser. Tony Estanguet, on l'écoute. Bonjour Tony Estanguet. Les Outre-mer vont être représentés lors des JO Paris 2024, notamment en Polynésie, où se dérouleront les épreuves de surf. Mais en amont de ces JO, les territoires d'Outre-mer peuvent aussi avoir une carte à jouer, notamment lors de la préparation des champions. Je pense notamment aux champions antillo-guyanais en athlétisme. Est-il envisageable qu'un certain nombre de stages de préparation puissent se dérouler dans nos territoires, tant en Martinique, en Guadeloupe qu'en Guyane, en vue des JO?
Alors c'est effectivement un des enjeux pour nous. Encore une fois, on voulait absolument valoriser ces territoires et régions d'outre-mer qui participent au rayonnement du sport français. Ce sont souvent des pourvoyeurs de médailles françaises. Tous les grands champions, beaucoup de grands champions viennent de ces territoires-là. Donc pour la première fois, on a réussi à les associer à une organisation, et ce sera le cas pour le surf. Et pour la préparation, Ça, effectivement... c'est la Polynésie. On a, pour la Polynésie et pour les Antilles et la Guyane, on a labellisé aujourd'hui 8 centres de préparation des Jeux qu'on a envoyés aux 206 pays qui vont participer en 2024 pour leur dire si vous voulez vous préparer sur un territoire français en amont des compétitions, vous pouvez aller dans ces 8 centres de préparation aux Antilles ou en Guyane où vous trouverez des installations de meilleurs standards pour vous préparer sur quelques sports. L'attractivité de nos départements. Exactement, et valoriser encore une fois tous ces territoires qui aiment le sport et qui investissent dans le sport et qui proposent les meilleures conditions de préparation. La jeunesse, Denis Caro. Bonjour Tony Estanguet, on va parler de la jeunesse que vous avez envie d'associer au maximum aux JO et à leur réussite. Vous le disiez tout à l'heure, on ne fait pas assez de sport en France. C'est particulièrement vrai pour les jeunes. D'après un classement de l'OMS en matière de pratique sportive des jeunes, on est classé en France 116e sur 149. Est-ce que les JO peuvent permettre d'inverser la tendance ? Écoutez, moi je me suis construit grâce au sport depuis le plus jeune âge. Les études démontrent qu'un jeune qui n'a pas fait de sport avant d'entrer en 6e au collège devient un adulte sédentaire. Donc c'est une statistique qui fait peur. Il faut vraiment agir sur cette étape de l'école primaire pour donner envie aux jeunes de faire du sport tous les jours. La clé, c'est l'école. La clé, c'est l'école dans un premier temps. Et l'OMS dit, pour être en bonne santé, il faut pratiquer à minima, à cet âge-là, 1 heure d'activité physique et sportive par jour. Et donc, il faut trouver dans le temps scolaire, dans l'organisation scolaire, ces 30 minutes que nous, on prône avec le ministère de l'Éducation nationale. On invite vraiment tous les enseignants à mettre en place cette mesure. On a développé des fiches thématiques clés en main qui ont été faites par des athlètes, par des médecins, par des scientifiques, par des professeurs aussi d'éducation physique et sportive pour, de manière ludique, faire en sorte que ces jeunes se dépensent plus, parce qu'un jeune qui se dépense, il est plus concentré, il mange mieux, il dort mieux, et du coup, il est plus épanoui. Ça tombe bien, puisque Franck Fernandez de Nice Matin, Denis Caro, a rencontré Youssef, vous allez le voir, Tony Estanguet, qui a 10 ans, il est en CM2, il vit à Nice, bien sûr, il a une question assez logique sur la situation sanitaire, on l'écoute. Pour les Jeux Olympiques 2024, est-ce que vous auriez une solution ou un plan B s'il y a confinement à cause du Covid ? Question logique. Merci Youssef pour ta question. C'est sûr qu'aujourd'hui on vit dans une situation, on voit bien qu'on est obligé de s'adapter. Alors la bonne nouvelle entre guillemets, c'est qu'on a déjà trouvé des solutions. Le monde du sport, il y a des plans B, des plans C, des plans D. C'est déjà adapté. Aujourd'hui on voit bien que les matchs se déroulent avec des stades pleins et que c'est logique de passe sanitaire et de distanciation et de gestes barrières. Est-ce qu'il y a un plan blanc pour les JO ? On s'adaptera. Je pense qu'il est trop tôt aujourd'hui pour définir le plan précis de 2024. On observe énormément tout ce qui a été mis en place à Tokyo et ce qui est mis en place actuellement par les différents événements. La bonne nouvelle, c'est qu'on saura s'adapter et que les Jeux pourront se tenir. Encore une fois, notre ambition, c'est que ces Jeux soient très populaires et que les gens aient accès et puissent vivre cette fête. La une de Kids Matin, Denis Caro, car vous avez un magazine pour les enfants qu'édite le groupe Nice Matin, le mercredi avec le print, mais en numérique. Oui, et on parle de sport, justement, des championnats du monde de handball féminin. L'équipe de France a eu la médaille d'or au JO de Pékin, et on explique à nos jeunes lecteurs de Tokyo, on explique à nos jeunes lecteurs tout ce qu'il faut savoir sur cette discipline et sur l'équipe de France. Génial. Voilà. Et puis le sport, c'est aussi des emplois, Denis Caro. C'est des emplois. L'objectif, c'est de créer 150 000 emplois autour des JO. Comment faire en sorte qu'ils bénéficient aux jeunes et notamment aux jeunes qui n'ont pas accès à l'emploi actuellement ? Alors c'est vrai que ça aussi, c'est intéressant de le souligner. En fait, le modèle économique des Jeux, déjà, il est financé à 98% par de l'argent privé. Donc, dans les prochaines années, les 4 milliards d'euros du comité d'organisation, du budget du comité d'organisation sont financés par de l'argent privé. Et ça va générer effectivement des dizaines de milliers d'emplois. Autour de 150 000 emplois seront mobilisés directement pour l'organisation de ces Jeux. Qu'est-ce qu'on a souhaité faire en place ? C'est justement faire cette cartographie des emplois dès 2018 pour identifier dans quel secteur d'activité
la restauration, la sécurité, la construction, l'événementiel, la communication. Donc combien d'emplois dans chacun des métiers seront ouverts pour Paris 2024 ? Il y a une transparence, toutes les offres d'emploi sont publiées sur notre site internet. Donc on peut aller les consulter dans n'hésitez pas, il y a déjà la possibilité de... Il y en a beaucoup d'offres d'emploi ? Énormément. Chaque semaine, on recrute en lien avec Paris 2024. Et ces emplois, est-ce que ça sera aussi dans les territoires et pas uniquement en région parisienne ? Alors, encore une fois, tout le monde peut accéder à ces emplois. La plupart des emplois sont effectivement pour travailler à Paris, parce que c'est là que le cœur du réacteur se trouvera. Mais on aura des emplois aussi en région, notamment proches des sites de compétition. Et Denis Caro, des jeux écologiques, c'est ça ? Oui, vous souhaitez faire des jeux durables. Au-delà de la question des équipements, des infrastructures, comment concrètement vous ferez en sorte que ces jeux soient respectueux de l'environnement dans leur organisation ? Alors là aussi, l'ambition de Paris 2024 est très haute, puisqu'on on s'est engagé à réduire de moitié les émissions carbone générées à l'occasion des Jeux par rapport aux éditions précédentes. Donc c'est un défi du quotidien. On a mis en place une procédure en interne pour toutes les équipes de Paris 2024 de mesurer nos propres émissions tout au long du dispositif et surtout de sécuriser le fait qu'on réduise sur chaque marché, c'est-à-dire que dans les critères de choix pour choisir un prestataire, on évalue encore une fois, l'impact carbone que ça va engendrer. Des exemples concrets, ça se traduit par quoi par exemple ? Ça se traduit notamment sur on ne construit pas, on utilise l'existant au maximum. Tous les sites seront desservis par des transports en commun accessibles, donc pour réduire l'utilisation de la voiture. On multiplie aussi là les moyens doux pour se rendre sur les sites de compétition avec ces voies de vélo pour que tous les sites là aussi puissent être desservis par des moyens doux. Et donc c'est vraiment, encore une fois, dans tous les sujets, cette volonté d'économie circulaire pour réutiliser l'existant, faire en sorte qu'il y ait une deuxième vie aussi après les Jeux pour que l'impact soit le moindre possible. Et Tony Estanguet, on peut en témoigner, est venu en vélo, en Vélib ce matin, sur ce plateau dans ce studio. TV78, notre partenaire, a interviewé Laurent Mazori, le vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, adjoint au sport, qui a une question à vous poser sur l'après-JO. Tout le monde se pose des questions aussi sur l'après. On l'écoute. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Tony Estanguet. Nombreux sont les commentateurs qui considèrent que nombre des Jeux Olympiques par le passé se sont soldés bien souvent par très peu de bénéfices pour les populations locales et par un certain nombre d'équipements, par exemple laissés à l'abandon. On a tous en tête les Jeux Olympiques d'Athènes, par exemple, et à l'inverse des grands succès comme les Jeux Olympiques de Londres plus récemment. Je sais votre engagement pour que les Jeux Olympiques de Paris 2024 soient un succès à la fois d'un point de vue sportif pendant l'événement, mais également pour les populations et pour le futur. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos ambitions en matière d'héritage pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Et je vous pose cette question avec d'autant plus de passion que je suis sur un territoire, celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui accueillera à lui tout seul 4 sites olympiques. Quels sont donc, pour les populations de nos territoires, quels seront les avantages d'accueillir ces Jeux Olympiques une fois que ceux-ci les auront quittés ? Alors déjà, je salue le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines parce que c'est vrai qu'entre les épreuves de cyclisme avec le vélodrome, le VTT, le BMX, les épreuves de golf, les épreuves d'équitation, il va y avoir vraiment un territoire qui va vibrer pendant les Jeux, ça va être magnifique. Et comme ça l'a été dit, en fait, encore une fois, le modèle de Paris 2024 est complètement différent des dernières éditions des Jeux. On ne va quasiment rien construire. Le seul équipement qui est construit à l'occasion des Jeux de Paris 2024, c'est une piscine en Seine-Saint-Denis. Tout le reste, on s'appuie sur de l'existant ou sur du temporaire. Et ça, c'est un enjeu. Donc pas de risque, vous voulez dire, de dérapage budgétaire colossaux ? Pas de risque de dérapage budgétaire, pas de risque non plus de se retrouver avec des équipements qui sont à l'abandon après les Jeux. Tout ce qui est construit, c'est parce qu'il y a vraiment une utilité. Et pour répondre plus concrètement à la question, à Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a effectivement cette colline d'Elancourt qui va être aménagée pour pouvoir accueillir les épreuves de VTT et qui sera laissée en héritage pour la population. C'est un accès dans un domaine qui sera très nature aux portes de Paris pour aller faire du vélo, pour aller se promener. Et on a besoin de ces espaces de sport en milieu naturel
culturelle en proche banlieue de Paris. La une de Nice Matin, Denis Caro. La une de Nice Matin, on a parlé d'emploi, de recrutement. On parle à la une de Nice Matin des difficultés de recrutement, notamment dans certains secteurs comme la restauration ou le BTP, qui n'arrivent pas à trouver des candidats à l'embauche. Merci Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Dans un instant, Demet Korkmaz de TV5 Monde sur ce plateau. Bonjour Demet, vous êtes journaliste à la rédaction de TV5 Monde et ce sont les questions internationales qui vous préoccupent avec l'éthique de ces Jeux. Les questions internationales ne manquent pas. Cette nuit, la Chambre des représentants aux États-Unis a voté une résolution à l'unanimité pour dire que le CIO n'avait pas respecté ses propres engagements en matière de protection des droits humains. Il est évidemment question de Peng Shuai. Vous-même, vous avez témoigné votre solidarité par un tweet. C'était le 19 novembre. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes rassuré, vous, sur sa sécurité ? Écoutez, on reste préoccupé. On a envie, d'avoir des bonnes nouvelles. On sait aussi que c'est un dossier qui est complexe. On sait aussi qu'il y a effectivement en coulisses beaucoup d'interactions et aujourd'hui pas mal d'organisations quand même se sont mobilisées. Et moi, je tiens aussi à saluer que le monde du sport est solidaire dans ce genre de situation et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, moi je me suis déjà exprimé sur ce sujet, j'ai marqué ma préoccupation. Aujourd'hui, c'est une histoire qui n'est pas terminée, on espère qu'elle va bien se terminer et on peut rester malgré tout confiant parce qu'on sent qu'il y a une mobilisation, y compris en coulisses, pour faire avancer ce dossier. Mais est-ce qu'il ne faut pas parfois des mobilisations fortes ? Je pense notamment à la Fédération américaine de tennis féminin qui a décidé de se retirer des tournois en Chine. Est-ce que parfois, il y a des situations qui exigent que la neutralité sportive soit mise de côté au profit de principes comme les droits humains ou la protection. On parle de la grande famille du sport. Est-ce que cette grande famille n'a pas aussi des devoirs vis-à-vis de ses membres ? Bien sûr qu'elle a des devoirs et bien sûr que moi je tiens à saluer encore une fois la décision de la Fédération de tennis qui effectivement vous validez alors s'est mobilisée sur ce sujet pour peser dans ce dossier. C'est une décision qui est extrêmement courageuse et voilà, c'est les dirigeants qui ont ce pouvoir et ce rôle de prendre leurs décisions et c'est chaque sport qui doit gérer son propre avenir de la meilleure manière possible. Donc j'ai l'impression encore une fois sur ce sujet que tout est mis en œuvre. Certains pèsent parce qu'ils sont directement touchés, parce que la fédération de tennis féminin, forcément, elle est directement impactée. D'autres œuvrent un peu plus en coulisses. C'est le cas du CIO aujourd'hui, qui est, je pense, très mobilisé sur le sujet. Et je pense que c'est complémentaire. On va rester sur ces questions d'éthique. La mairie de Paris a exclu Total Energy de la liste des sponsors. Est-ce que vous pensez que les entreprises sponsors doivent aussi répondre à une charte ? Bien sûr qu'aujourd'hui, le choix des entreprises partenaires de ces jeux doivent s'impliquer dans notre démarche de réduction des émissions carbone, de transparence, et elles le font aujourd'hui, les entreprises françaises. Y compris Coca-Cola et Airbnb Bien sûr qu'elles le font. Ce sont des entreprises multinationales qui créent des emplois, qui sont dans la transition écologique également. On travaille notamment avec Coca-Cola aujourd'hui sur la réduction du plastique à usage unique et ils sont extrêmement mobilisés. C'est une industrie qui est très impactée et c'est eux aujourd'hui qui innovent et qui fournissent à l'ensemble des secteurs d'activité de nouvelles solutions. Donc on travaille sur ces sujets et les entreprises partenaires de Paris 2024, elles jouent vraiment le jeu et elles souhaitent vraiment que ces jeux soient éthiquement responsables. Alors, la cérémonie d'ouverture aussi. Oui, il y a la cérémonie d'ouverture, mais juste avant, il y a un syndicat international qui s'est déplacé à Paris et qui s'est étonné que les chantiers ne soient pas accessibles. Est-ce que ça ne jette pas un peu le doute sur les conditions des travailleurs et notamment des travailleurs détachés? Alors vous savez, on a une charte justement éthique qui a vraiment mis en place les bonnes pratiques. Ces chantiers aussi doivent respecter la sécurité. On l'a vu dans le passé, certains chantiers liés au jeu pouvaient être dangereux avec des risques d'accident. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a vraiment une éthique très très forte et la sécurité des chantiers est garantie. Donc voilà, on maîtrise l'accès à ces chantiers. C'est pas un problème de transparence, c'est un problème de sécurité. Une dernière question. Entre le faste chinois et le minimalisme japonais, quelle va être la signature artistique de Paris ?
Forcément grandiose ou pas? Forcément grandiose. On a un pays qui est incroyable d'un point de vue artistique. Paris 2024, c'est la promesse du mariage entre le meilleur de la culture française, le meilleur du sport. On a cette ville qui est tellement enviée. On a effectivement ce désir d'organiser cette cérémonie d'ouverture en ville pour célébrer quelque part cette ville, accueillir ces athlètes du monde entier dans les meilleures conditions, leur faire vivre une expérience magique et ne pas créer, là aussi, d'un point de vue écologique, des décors artificiels dans un stade juste pour quelques heures, mais s'appuyer sur un décor qui est réel, qui est existant, qui est magique. Notre-Dame, le Louvre, la Tour Eiffel, ces ponts de Paris, la Seine offre un décor qui est absolument splendide et je ne doute pas de la créativité des artistes français pour nous proposer une cérémonie inoubliable. Quelques scoops, alors qu'est-ce qui va se passer pour cette cérémonie? Vous le saurez très, très, très prochainement, mais l'objectif vraiment c'est inédit. C'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques se tiendra non pas dans un stade mais en centre-ville. C'est la promesse inédite d'offrir la possibilité à 10 fois plus de personnes de participer, y compris gratuitement, à cette cérémonie d'ouverture. Normalement, c'est un spectacle qui est vraiment limité, très réservé à quelques milliers de personnes. Là, on est sur des échelles à plus de 600 000 personnes qui pourraient avoir accès, et pour la plupart gratuitement, à cette cérémonie et vivre un moment magique parce que c'est 10 000 athlètes qui vont défiler dans Paris et quelque part, voilà, il y a 1 milliard de personnes qui vont regarder cette cérémonie d'ouverture et on espère qu'ils vont voir une France qui rayonne. C'est la réputation de la France qui est en jeu, c'est Paris est une fête. Exactement, c'est la réputation, c'est l'image de la France et on a envie que ce soit le meilleur de la France qui s'exprime à ce moment-là et donc il y aura beaucoup d'innovation et de créativité. Justement, une question, il va y avoir des échéances politiques qui arrivent. Est-ce que ça va impacter forcément votre comité d'organisation des JO? Alors vous savez, moi Comment vous voyez ça, vous? Je travaille sur ce dossier depuis 2014. Et depuis 2014, on a eu un certain nombre d'élections. Il y a eu déjà des élections présidentielles, des élections municipales. Là, on se rapproche du but quand même. On se rapproche du but, mais ce que je veux dire, c'est que ce projet a su démontrer son autonomie aussi pour continuer à avancer indépendamment des échéances électorales, puisque, vous le savez, dans les acteurs principaux de ce dossier, il y a la maire de Paris, il y a le président du département, il y a le président de la région, il y a le président de la République. Ça fait déjà 3 candidats. C'est ça. Donc voilà, je suis en contact avec eux régulier. Ils sont très à l'aise pour séparer les choses et se mettre au service de la réussite de Paris 2024, indépendamment de leur combat politique. Et ça, vous nous le garantissez? Oui, non, franchement, moi je tiens à saluer leur implication à la réussite de Paris 2024, malgré les échéances électorales. C'est vrai que voilà, ça va être très excitant là ces prochains mois, mais je pense que Paris 2024 va rester en dehors de ce combat politique. Vous avez approché les politiques évidemment d'extrêmement près. Est-ce que vous êtes intéressé par la suite par, alors pas d'une carrière politique, au moins une action politique? C'est pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui. Moi, je viens du monde du sport. Aujourd'hui, je m'éclate. C'est pas le bon terme probablement, mais je peux vous dire que... C'est donc pas à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est ce que je retiens. Non, tout à fait. Je sais pas en fait ce que je ferai après Paris 2024. Aujourd'hui, je mets toute mon énergie dans ce projet. C'est un défi immense pour moi. C'est une aventure absolument extraordinaire. C'est complexe quand même de diriger cette organisation et justement de composer avec l'ensemble des fédérations sportives, des politiques, des grandes entreprises. Justement, je me disais combien vous avez connu de ministres des Sports ou de ministres délégués ou de secrétaires d'État? Beaucoup, je ne sais pas si je peux les compter. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut potentiellement regretter, le fait que ce secteur-là... Vous n'ayez pas toujours eu le même interlocuteur. Voilà, on sent bien que ce n'est pas toujours facile dans un gouvernement de poser une stabilité autour du sport. Mais globalement, encore une fois, je trouve qu'on a un système français aujourd'hui qui fonctionne parce que le mouvement sportif est fort avec ses 180 000 clubs et ses fédérations qui au quotidien font du super boulot et quand même des collectivités locales qui jouent leur rôle aussi dans les territoires et l'État qui accompagne notamment le sport de haut niveau. François-Xavier Lefranc disait tout à l'heure que vous êtes du Béarn, vous vivez le Béarn. Pau, la capitale de ce magnifique département, de cette région, ça ne vous intéresse pas pour... une ambition municipale un jour à Pau, Tony Estanguet, qui revient
à ses racines? Non, c'est pas du tout voilà, J'aurais essayé, hein. Dans mes réflexions, désolé, voilà, j'ai déjà eu des échanges à ce sujet. Vous n'êtes pas le premier à me poser la question. Mais est-ce que les Palois vous la posent? Oui, on me l'a déjà posé à plusieurs reprises. Mais franchement, aujourd'hui, mon univers, c'est le monde du sport. C'est là que j'ai l'impression de pouvoir apporter. Et donc, je mets toute mon énergie dans ce monde-là. Vous avez appris quoi de ce parcours exceptionnel à la tête de ce comité olympique? Vous, personnellement, en tant qu'homme? Pour moi, ce qui est magique dans ce que je vis aujourd'hui, c'est les rencontres. Je rencontre tous les jours des gens d'univers très différents. Même si mon domaine de compétence est le monde du sport, je suis obligé aujourd'hui de composer avec des politiques, avec des grandes entreprises et des grands patrons, avec ces fédérations aussi internationales. Et donc, c'est ce mélange permanent d'enjeux très locaux, parce que je veux vraiment que Paris 2024 apporte une différence localement, un peu partout en France, pour renforcer la place du sport dans notre quotidien. Mais c'est aussi cette magie internationale. Les Jeux font rêver, la France fait rêver. Partout où je me déplace dans le monde, les gens se projettent. Vous auriez vu à Tokyo cet été, c'était magique à quel point les gens se disaient mais les Jeux en France, ça va être tellement magique. Et votre vœu pour 2022, c'est quoi? Pour 2022 ou 2024? Pour 2022, les deux, allez. Non, j'ai pas de vœu pour 2022. Je reste complètement en dehors de tout ça. Et pour 2024, c'est que la France réussisse son défi. Elle a rendez-vous. Notre pays a rendez-vous avec notre histoire. Et on a une occasion unique de marquer les esprits et de rendre les Français fiers de leur pays. Vous voyez, vous avez répondu politiquement à ma question. Vous pensiez que je vous posais des questions en 2022 à propos des élections. Ce n'était pas le cas. Oui. C'était des vœux généraux. Donc, je retiens quand même cette appétence pour la politique. Merci. Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, d'avoir été notre invité. Vous avez été rare sur les plateaux de télévision. Merci de nous avoir sélectionnés. Je sais que vous en allez faire beaucoup maintenant. Au revoir à tous. Merci. Au revoir Demet. Merci. Les programmes continuent sur TV5 Monde.